toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette petite présentation donc, sur la cryptographie puissante et flexible avec Python et quelque chose qu'on appelle Flybox et que je vous présenterai un petit peu après. Donc, la cryptographie, ça fait toujours peur, on l'a dit, mais là on va essayer de revoir les bases vite fait et pouvoir voir ce qu'on peut faire de nouveau et intéressant avec la cryptographie et avec Python. Alors, quelle est la bataille actuellement? C'est qu'il y a donc des données qui sont confidentielles, qu'il faut protéger de façon extrêmement forte. Et le problème, c'est que, par exemple, si vous avez des données sur un serveur, il va y avoir plein de façons par lesquelles ces données vont être divulguées. Donc, il y a les 0D, on dit pas rien, il y a une faille dans l'OS depuis très longtemps, et puis quelqu'un la trouve, pas grand-chose à faire contre. Il y a aussi plein de bugs, bien sûr, les petits if-else ratés dans Django ou autre. Et donc, quelqu'un se retrouve à être administrateur d'un serveur. Et puis après, on télécharge tout ce qui l'intéresse. Bien sûr, il y a les petits endpoints de débugage, ou bien juste qu'on allait trop vite dans le projet, on avait des deadlines. Donc, c'est pas protégé. Et puis, bien sûr, dès que vous ne mettez pas à jour vos serveurs, au bout de quelques mois, il y a tous les vieux 0D qui deviennent des vulnérabilités bien connues, exploitées par plein de pirates. Donc, vos données, je ne sais pas, des serveurs médicaux, un peu tout et n'importe quoi, des mails, tout ça, c'est à la merci des pirates, ou juste des gens qui se baladent et qui ont de la chance. C'est pas fini, parce que le contrôle d'accès, c'est un vrai problème. Même si vous avez bien blindé votre serveur, vous vous rendez compte un jour que votre hébergeur il fait des backups un peu à la rate dans un coin, qui envoie ça on ne sait pas où. Quelqu'un tombe dessus, il a accès à plein de données sympas. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est vrai piratage, les vols de login mot de passe, voilà, sur le dark web, tout ça, je ne connais pas plus que ça. Puis après, des gens qui simplement vont arrondir leur fin de mois en revendant les données de leur serveur, et puis bien sûr, 1000 formes de phishing pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, et puis obtenir les accès à la base de données. Donc on est vraiment assis sur une bombe à retardement un peu en permanence, on a des données sensibles, surtout sur un serveur. Nos petits PC desktop aussi ne sont pas totalement à l'abri. Et donc, il nous faut mieux que ça. En fait, il faut quelque chose qui ne risque pas d'exploser à la prochaine mise en prod. Moi-même, j'ai des petits hébergeurs pas chers pour mes projets personnels. Plusieurs fois, je suis allé sur le site et en fait, toute la racine du serveur Apache était exposée. Enfin, tout le système. Donc, je pouvais voir tous les sites web des autres. Ça, c'est très sympa. Par contre, je leur ai dit, ça fait un peu tâche, il y a quand même mes données à moi, que tout le monde aussi peut aller voir. Donc voilà, puis ils m'ont dit non mais c'est normal, quelqu'un met un slash au lieu de mettre autre chose dans un fichier de compte. C'est vraiment c'est flippant. Alors, moi je travaillerais vraiment dans des startups où il y a des données RGPD à mort, je serais comment je ferais une nuit blanche à chaque mise en prod. Essayer un par un tous les URL avec un petit navigateur pour voir s'il y a une régression, quelque chose comme ça. Donc comment on fait pour essayer de faire mieux que ces if-else qu'on va enlever avec une erreur de quelque chose sur notre éditeur de texte? Eh bien, hop, on a découvert pour ça la cryptographie. Bon, ça ne date pas d'hier, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des vieux parchemins de César et tout ça. De nos jours, on a quand même un petit peu formalisé tout ça, il y a des matheux qui s'en occupent et quand ils discutent, ça fait super peur. Mais nous, en tant que simple pythonistes, développeurs divers, juste aficionados de la technologie, on va pouvoir prendre le best-of de ce qu'ils ont pondu, de ce qu'ils ont fabriqué. Voyons vite fait les mots-clés de base. Je pense que tous ceux qui sont dans le développement web ne vont pas se sentir perdus. Bien sûr, le chiffrement, encryption. Alors, on utilise ce qu'on appelle un cipher. C'est un mot assez peu utilisé finalement, donc c'est un chiffreur, un algorithme de chiffrement. Et puis, ça a transformé ce qu'on appelle du plain text, même si ce n'est pas du texte, des vidéos, de l'audio, des emails, tout ça. Donc, ce qu'on appelle un ciphertext, qui est encore moins du texte, parce qu'un ciphertext, quand vous l'ouvrez, vraiment, ça ne ressemble à rien. C'est des 0 et des 1 en soupe, et on ne veut pas que ça ressemble à quoi que ce soit. Si vous ouvrez et que vous voyez des mots dedans, c'est soit vous avez une chance incroyable, soit que vous avez mal chiffré. Ensuite, on a la signature. Bon, pareil, très très utilisé pour les emails et tout ça. Qu'est-ce que c'est que la signature? C'est, on met une signature numérique finalement, et il y a un eurodatage souvent. Voilà, une petite preuve que ce message a été envoyé par un tel ou chiffré par telle personne. Et enfin, on a le hachage,
qui parfois on appelle le chiffrement à sens unique, mais c'est assez faux, c'est pas vraiment un chiffrement, c'est juste une empreinte. Et ça c'est un peu partout, puisqu'il y a plein de fois où on ne veut pas chiffrer, manipuler des mégaoctets, des pétaoctets de données, juste une petite empreinte, ça nous suffit pour avoir une preuve, par exemple, d'intégrité. Voilà, les fameux SHA-1 que vous voyez sur les sites sérieux. Personnellement, je ne les ai jamais vérifiés, hein. Jamais de ma vie, je suis allé vérifier ici. Mais c'est bien de savoir qu'on peut le faire. Ça, c'était les basiques. On va passer en revue quelques ciphers, quelques algorithmes, quelques types d'algorithmes surtout. Le premier, c'est ce qu'on appelle les chiffreurs symétriques. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est votre petite boîte. Hop, vous mettez vos données dedans, vous la refermez, et puis vous avez une clé, une bonne grosse clé à l'ancienne, avec la serrure. Vous fermez, vous déverrouillez avec la même clé. La même clé SR2, c'est pour ça qu'on dit que c'est symétrique. Et donc, c'est la même personne, une fois qu'elle a pris la clé, bon, même si on lui retire, elle aura fait une copie. Donc, on ne part jamais du principe que cette clé qu'on appelle secrète, ou SYNKEY, va être uniquement dans les mains d'une personne de confiance. Ça, c'était le premier type. Mais il y a d'autres types. Par exemple, bien sûr, je repars. Donc, les chiffreurs symétriques. Bon, AES, c'est un peu le roi des chiffrements symétriques, clairement. On l'utilise un peu partout. Il y a SHA-1 aussi qui devient de plus en plus connu. Puis après, plein de vieux comme Blowfish, Serpent, Snake, tout ça, qui fonctionnent encore, mais on a dit c'est pas le top. On passe à des nouveaux. Mais ils n'ont pas pour autant été cassés. Il ne faut vraiment pas porter l'idée que si vous les utilisez, c'est mort. C'est plutôt, c'est pas les meilleurs. Donc, à quoi ça ressemble un chiffreur symétrique? Vous prenez des données, vous faites plein de manipulations avec des XOR, des décalages d'octets, des rotations, des choses comme ça, mais vraiment beaucoup de fois. Et à la fin, vos données ne ressemblent plus à rien, elles sont chiffrées. Et bien sûr, vous mêlez ça avec la clé secrète qu'on a vue tout à l'heure, pour que votre chiffreur utilise cette clé dans un sens et dans l'autre. Le chiffreur symétrique, il va travailler soit sur des blocs, c'est ce que fait AES, typiquement, voilà, sur un disque dur, il fait des petits blocs, et puis il va les chiffrer un par un et les redéposer, ou bien octet par octet, comme un flux. SHA-1 fait ça plutôt. Vous lui donnez 3 octets, il est content, il ne va pas vous demander « Ah non, je veux des blocs de 32 exactement, sinon je ne fais rien ». Ce qu'il faut savoir sur le symétrique, c'est qu'on veut de la performance, on veut pouvoir chiffrer les disques durs, et Dieu sait si maintenant les disques durs, ils ont un certain volume quand même. Donc, on va l'accélérer avec des instructions matérielles, vraiment des petits canaux, des petites puces dédiées à ça, et on va aller très vite. Vraiment, on peut chiffrer un nombre incroyable de données en temps réel. Et puis enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'après c'est ouvrir une boîte de Pandore, mais voilà, il y a plein de façons différentes d'utiliser un même algorithme. AES, par exemple, il y a plein de modes différents, suivant que vous allez chiffrer un bloc avec le résultat du bloc précédent, ou bien vous allez utiliser la place d'un bloc sur le disque dur, ou bien plein d'autres systèmes, voilà, pour altérer la façon dont il fonctionne. Et en plus, il y a la notion de tag d'intégrité, ou bien MAC. C'est une sorte d'empreinte, finalement, c'est un peu comme un hash, mais en beaucoup plus puissant, parce que c'est sûr, cryptographiquement, ça prouve, quand le MAC d'un fichier est vérifié, ça prouve que non seulement il est intègre, mais il a bien été chiffré avec une certaine clé. Donc vraiment que quelqu'un ne s'est pas amusé à échanger les octets, puisqu'il y a plein d'attaques là-dessus. Quand vous avez un bloc de données chiffré, en manipulant des bits, dans les vieux chiffrements, vous pouvez manipuler le message de départ, sans que ça se voit, ce qui était un petit peu dangereux. Ce sera tout pour le symétrique. Donc voilà, gardez un seul nom en tête, c'est AES. Vous le voyez partout. Hop. Et puis à côté, si on a la symétrique, bien sûr, c'est qu'on a la symétrique. Alors c'est quoi la symétrique? C'est pas notre petit coffret tout mignon. Et puis, cette fois, on va avoir des cadenas. Des cadenas et leurs petites clés. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir un cadenas? Nous, dans la vraie vie, ça ne change pas grand-chose, en vrai. Sauf que le cadenas, sur Internet, vous pouvez le distribuer aux gens, il n'y a pas de problème. Vous envoyez plein de cadenas à travers toute la planète par la poste, par contre vous gardez la clé. Et les gens, une fois qu'ils ont loqué le cadenas, il n'y a que vous, depuis chez vous, qui pouvez ouvrir ce cadenas. Donc c'est asymétrique, la personne qui ferme le boîtier n'a pas forcément les mêmes droits que celui qui va l'ouvrir, et c'est pour ça qu'on appelle ça asymétrique. Et vraiment, c'est un lock, un padlock, un cadenas. C'est assez différent en termes d'utilisation du symétrique. Alors, au niveau des exemples, bon,
RSA, il faut encore. C'est monstrueux à quel point il domine le marché. Ici, j'ai mis RSA OAEP, puisque voilà, pour avoir la classe absolue, il faut non pas RSA brut, mais RSA amélioré avec justement des tailles d'intégrité, du padding, pour enlever certains types d'attaques. Donc voilà, ça robustifie, ça solidifie l'ensemble. Et puis, pour aller plus loin, il y a les courbes elliptiques. C'est un sujet assez chaud bouillant. Tout le monde dit c'est mieux, beaucoup mieux que RSA, et pourtant c'est beaucoup moins utilisé. On va dire beaucoup moins connu en tout cas, moins utilisé, je n'irai pas jusque-là. Et ces deux-là, grosso modo, RSA et puis les courbes elliptiques, se partagent pour l'instant le marché. Pourquoi il n'y en a pas plus, contrairement au symétrique où là il y a un nombre pas possible de noms de serpents différents. On a fait toute la zoologie, toute la planète. Bien, parce qu'il faut être un crack en mathématiques, il faut trouver des propriétés mathématiques incroyables, comme la factorisation d'un nombre en des entiers, ou bien les courbes elliptiques. Alors, je n'ai toujours pas compris comment ça marchait, mais on rebondit sur des courbes dans tous les sens, et à la fin, ça donne des nombres qui sont des nombres chiffrés. Et ce qui fait que c'est des chiffrements basse performance, assez lourds, et grosso modo, on veut chiffrer des empreintes, des tout petits messages avec. Vraiment, n'allez pas chiffrer votre disque avec RSA. Pour le coup, en termes de consommation d'énergie, ce serait assez monstrueux. La facture d'électricité à la fin du mois le dirait. C'est tout ce que j'ai à vous dire à court terme pour le chiffrement asymétrique. Et puis, la fameuse signature. Alors, c'est quoi la signature? C'est comme au bon vieux temps, le bon vieux tampon à la cire. Donc, on applique sur un H, sur une empreinte contenue. Et surtout, ça vous donne, quand vous le redatez, une preuve d'antériorité. C'est-à-dire que vous signez une lettre, tout le monde saura que la lettre a été créée pour des raisons assez logiques et dues à la causalité temporelle. Enfin, il y a peut-être des paradoxes là-dessus. Moi, je pars du principe que le temps va dans un seul sens. Donc, si vous avez signé une lettre, c'est qu'elle a été écrite avant. En tout cas, voilà, numériquement. Et puis, on utilise aussi une paire de clés, comme pour le chiffrement asymétrique, mais c'est inversé. La clé publique sert à vérifier un saut, à voir est-ce que c'est bien les armoiries de M. Pascal, alors que la clé privée sert à tamponner, à la cire. Et puis, voilà, au niveau des exemples, bon, il y a PSS, DSS, enfin, qui utilisent DSA, le mot le plus connu, voilà, qui utilisent des propriétés de, je ne sais plus, des champs discrets entiers, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Et ça sert donc, voilà, il faut encore un peu partout, puisqu'il y a plein de fois où ça ne suffit pas de chiffrer, et de cacher aux yeux des gens, on peut aussi s'assurer que ce qu'on lit, c'est bien ce que l'autre a envoyé. Et puis on arrive à mon préféré, le secret partagé de Shamir. Et ça, c'est à PyCon, il y a le PyCon avant précédent, à Toulouse, qu'il y a un étudiant sur le quai d'un tramway qui m'en a parlé, mais c'était une révélation mystique. Je n'ai pas du tout venu pour ça à la base. Il m'a dit, ah oui, mais ça c'est un secret partagé de Shamir. Et donc je suis allé voir sur Wikipédia. Et puis, eh ben, en effet, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans la vie de tous les jours, parce que ça n'existe quasiment pas dans notre réalité matérielle. Qu'est-ce que c'est qu'un secret de Shamir? C'est que vous allez prendre, je ne sais pas, un de ces livres-là, le couper en petits morceaux. Par exemple, voilà, je prends 10 personnes rassemblées, je le coupe en 10. Je vais vous donner tous un morceau. Dans la vraie vie, pour le reconstituer, il faut déjà que les 10 ramènent le bout, et en plus ce serait un beau morceau. Grâce à l'informatique, c'est miraculeux, on peut seulement, une certaine partie d'entre vous, comme 3 d'entre vous peuvent le ramener, et on a le livre complet. Et vraiment, n'importe lequel des 10 personnes que j'ai nommées ramène leur morceau, et on a un livre complet. Donc ça peut, sur les petits volumes, ça peut se faire en donnant, par exemple, on prend 3 clés, puis on donne 2 de chaque à chacun. Enfin voilà, on peut trouver des astuces comme ça dans la vraie vie. Un des rares exemples que j'ai trouvé, c'est ça, c'est une barrière sur de bétail. On le envoie sur je ne sais pas où. Et puis il faut qu'un certain nombre de gens viennent ouvrir pour qu'on puisse retirer le loquet et avancer. Ce genre de cadenas, s'il y en a un seul qui peut tout ouvrir. En fait, tu n'as pas besoin de voir 2 personnes. Oui. Juste un cadenas, ça ouvre tout. Voilà, c'est un secret partagé avec n égale 1. Je ne sais pas à quoi ça sert, où ça sert. Ça sert à avoir plein de clés différentes et n'importe laquelle des clés. Voilà, mais dans quel cas? Est-ce que ce sont des fermes? Est-ce que c'est... je connais le type de cadenas. D'accord. Ben voilà. Et on pourrait, ça peut marcher avec, donc ça marche avec n égale 1. C'est-à-dire quelqu'un ouvre et retient le loquet, puis avec un loquet plus long et puis une serrure plus longue, on pourrait avoir besoin que quelqu'un
on enlève plusieurs. Mais c'est des cas assez rares dans nos vies à nous, vraiment. Et puis un autre que j'ai trouvé qui m'a fait beaucoup délirer, c'est le système des cylindres croisés. Et donc là, pareil, si une seule personne ouvre un des cadenas, après elle fait coulisser tous les cylindres. Alors il ne faut pas être pressé avec ce genre de système. Et puis on peut accéder, et ça évite de faire ce qu'on fait dans toutes les copropriétés, ça fait que tout le monde a un double des parties communes, et puis un jour, il y a tous les vélos qui disparaissent, et puis on est parti en mode Agatha Christie. Avec ça, on n'a pas le problème. Enfin, on a aussi de savoir qui a volé tous les vélos, mais en tout cas, il n'y a pas de double des clés qui se baladent. C'est donc secret partagé de Shamir, ou secret partagé, puisque Shamir n'est pas le seul à avoir bossé dessus, mais il a réussi à mettre son nom, donc bien joué à lui. C'est la gloire pour lui dans le monde cryptographique. Hop. Et puis enfin, voilà, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne le montage un peu que tout le monde fait. Dans la vraie vie, on va avoir un petit coffret. On va mettre donc, notre secret précieux que personne ne doit jamais savoir dedans. On va mettre un seau dessus si on veut. On va le fermer avec la clé symétrique. Une fois encore, on veut de la rapidité. Hop. Même mon disque dur entier, il est chiffré. Et puis la clé, si on veut donner un tiers de confiance, eh ben, on va mettre la clé symétrique qu'on avait prise, on va mettre dans un petit coffret, vous voyez, que lui-même on va fermer avec un cadenas. Donc ça fait un peu bricolage, mais c'est comme ça qu'on a à la fois la rapidité et puis l'assurance que la clé la plus importante ne se balade pas n'importe où dans la nature. Et ça s'appelle un schéma de chiffrement hybride. Et c'est ce qu'on fait toujours ça avec, souvent avec AES, voilà, protégé par RSA, quelque chose comme ça. Jusque-là, tout le monde suit? Ok. Bon. Eh bien, vous avez de la chance, vous arrivez au bout de la partie primitive, on appelle ça. On va pouvoir aborder des choses un petit peu plus funky. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, la cryptographie, c'est funky, mais pas pour tout le monde. C'est quand même spécial. Enfin, moi qui viens du développement, ça reste un univers où j'ai l'impression d'être dans la jungle. Je sais qu'au moindre faux pas, je peux crever. Mais c'est une jungle, donc c'est beau. Ben justement, il faut qu'on en parle. Les points clés à savoir pour la cryptographie, quand on parle du loup, la cryptographie, c'est super dangereux. Ça, s'il y a une seule chose à vous rappeler, c'est que c'est votre meilleur ami et aussi votre pire ennemi, à la fois. Et surtout, vous êtes votre pire ennemi quand vous faites de la cryptographie, donc surveillez-vous. Pourquoi elle dit ça? Puisque, voilà, après quelques écumages de Stack Overflow et compagnie, ce que j'ai compris, c'est que jamais on fait la cryptographie soi-même. C'est comme quand j'étais petit, j'ai fait du TNT une fois, et en fait, il ne faut jamais faire ça. Il faut laisser les pros faire. Vous verrez sur Stack Overflow, vraiment, quelqu'un répond à une petite question toute bête, quelqu'un répond 60 pages de formules mathématiques, c'est des symboles que je n'ai jamais vus même en prépa de mon école d'ingé. Et à la fin, donc, ils sont tous d'accord, ah bah oui, t'avais raison, c'est pas surjectif. Incompréhensible. Et eux, ils savent, ils comprennent vraiment. Je ne pense pas qu'ils me trollent, je pense que vraiment ils se comprennent entre eux. Donc faites-leur confiance, prenez des librairies, des bibliothèques de code qui ont été vues par des gens comme ça, et puis voilà, et roulez avec ça, et si ça explose, ce ne sera pas de votre faute. Enfin, vous ne pourrez blâmer personne, alors que si vous prenez Python et que vous faites des XOR dans tous les sens et que vous dites ça y est, j'ai réinventé la crypto, vous aurez des problèmes à court et moyen terme. L'autre chose à savoir, c'est que l'ordre des opérations est très importante. On a vite fait de faire n'importe quoi. Et alors souvent, c'est pas très grave, mais ça peut être embêtant. Est-ce qu'il faut signer avant, après? Est-ce qu'il faut faire un tag d'intégrité avant ou après? Il y a des belles discussions là-dessus. Il y a des petites surfaces d'attaque si on ne fait pas dans le bon ordre. Et à chaque fois, je ne me souviens pas, à chaque fois, je retourne sur la même discussion et je relis tout pour essayer de me remettre les idées dans l'ordre. Donc voilà, une fois encore, Stack Overflow est votre ami. Une seule chose vraiment qui a tué je ne sais pas combien de startups, c'est qu'on n'utilise jamais la même clé pour plusieurs usages. Une clé, c'est un usage unique. Si vous signez et vous chiffrez avec la même clé, 9 fois sur 10, à l'heure actuelle en tout cas, vous allez dévoiler votre clé sans le savoir. Donc une clé égale une clé plus son usage. Et puis, ce qu'on appelle l'entropie, c'est l'aléatoire. C'est quelque chose dont on n'a pas, dans la vie de tous les jours, on n'a pas énormément l'habitude à part avec le loto, et c'est extrêmement important. Et rien que
enfin, ce qui vous semble aléatoire, par exemple, je sais pas, la lumière, les sons, tout ça, c'est extrêmement crucial et votre PC, votre serveur a une base, a une ressource d'aléatoire. Il a une pool amphotropique, comme on dit, c'est une sorte de puits, et par exemple, il n'a plus d'aléatoire. Moi, je ne pense pas que c'est possible, évidemment, il n'a plus, il faut le recharger, il faut attendre, il faut mettre des cartes qui vont faire des bruits électriques pour recharger cette ressource d'aléatoire, et sans ça, vos communications HTTPS, tout ça, ils vont être de moins bonne qualité. Alors, d'ici à les craquer, il y a quand même toujours une petite distance, mais voilà, sachez-le, si vous faites de façon sérieuse, vous avez besoin d'une source d'entropie extrêmement puissante, sachant que les PC actuels, voilà, Linux, Windows, ils ont tous à peu près les mêmes primitives, qui vont regarder des différences sur les disques durs, sur même les temps de traitement de certaines routines. Enfin, il va prendre un peu tout ce qu'il voit dans les périphériques du PC. Et typiquement, sur les smartphones, il y a des gros papiers faits pareil par des spécialistes qui montrent comment le microphone et puis la caméra sont des super sources et qu'il faut les utiliser pour que votre smartphone ne soit pas facile à craquer. Mais ça, d'une manière générale, voilà, si vous n'êtes pas dans l'embarqué où là tout devient compliqué, et c'est un problème à nous, hein, tant que vous êtes sur des PC, il y a assez d'entropie pour que vous soyez assez tranquille. Et puis au pire, il y a des systèmes de générateurs de fausse entropie, ça fait peur, mais en fait, c'est pas si grave. Tant que vous avez un peu de vrai aléatoire, vous pouvez mixer avec du fou, ça se passe bien. Et puis enfin, la partie où je me suis dit que ça allait trop loin et je me suis arrêté, c'est ça, c'est les courbes elliptiques. Alors moi, je me suis posé la question, quelle est la meilleure courbe elliptique? Alors ils ont des noms sympas comme EDD, 2, 9, 8, je ne sais plus quoi. Et en fait, c'est des débats, c'est des querelles presque religieuses. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de meilleure. Mais entre ceux qui disent celle-là elle est bien, mais la NSA a mis Baldur dedans, et l'autre qui dit celle-là elle est mieux parce qu'elle est surjective dans l'espace des nombres premiers, enfin, incroyable. Donc prenez, grosso modo, une de celles que votre bibliothèque propose, et puis bon, une de celles, on va dire, voilà, qui est dans le top 3 des recherches quand vous tapez sur Google, mais c'est la partie où, on va dire, ça, c'est pas sûr que ça vaille le coup d'y passer trop de temps. Ça, c'était la partie voilà, qui fait un peu peur. Heureusement, il y a quand même un intérêt à faire de la crypto, c'est que c'est puissant. Et quand un mathématicien vous dit « it is strong », ça ne veut pas dire comme nous, c'est puissant. On n'est pas au même niveau, eux et nous, les mathématiciens et mathématiciennes. Quand ils parlent de puissance, c'est si vous voulez casser en force brute un cipher symétrique actuel, genre AES, il n'y a pas assez d'énergie ni sur la Terre, ni dans notre système solaire, ni dans la galaxie, ni dans l'univers connu. Et même s'il y a une multitude d'univers, de façon Dr. Marvel, enfin, Dr. Strange, pardon, je confonds, ça ne suffit pas, c'est des nombres monstrueux, puisque 2 puissance, quelque chose de très grand, bah, voilà. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que déjà, si on enlève le cassage par force brute, bah, tous les scripts qui lisent, tous les pirates du dimanche, bah, ils n'ont plus rien à faire. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, comme on l'a dit, souvent on est dans le chiffrement hybride. Alors, est-ce qu'on peut casser un cipher asymétrique? Alors oui, mais si vous le faites, vous aurez une médaille Fields à la clé, hein, le prix Nobel des maths. Ça veut dire que vous avez cassé un des plus grands problèmes mathématiques du monde moderne. Et de toute façon, voilà, ce n'est pas votre petit serveur qui sera en danger, c'est plutôt toutes les transactions mondiales avec les cartes de crédit, tout ça, qui seront attaquées en premier. Donc vous aurez le temps de supprimer vos données sur votre serveur avant que ça parte vraiment en cacahuète. Mais c'est possible. Vraiment, il faut se dire, il y a peut-être quelqu'un en Sibérie ou en Amérique du Sud qui a cassé ça et puis qui attend de voir ce qu'il peut faire avec avant de prévenir tout le monde. D'où notre idée à nous, on va les mélanger tous ces ciphers asymétriques. Mais c'est pour plus tard. Jusque-là, pareil, tout le monde suit, pas de questions. Là, c'est quand même 3 ans de pérégrination que je vous mets en moins d'1 heure, donc c'est velu, c'est normal, c'est dense. Bon, maintenant qu'on a appris tout ça et qu'on s'est fait peur et qu'on s'est mis du baume au cœur, on va pouvoir innover un peu. Pourquoi on a fait tout ça? Eh bien parce que dans le petit projet où je suis, on avait besoin, qui s'appelle Witness Angel, on parlerait, on avait besoin d'une boîte noire pour les humains, comme les avions, mais moins gros que les avions, et puis moins orange, parce que ceux-là sont moches, ils sont grosses et tout. Et donc c'est pour les humains qui sont souvent victimes de maltraitance, de harcèlement, tout ça, qui ont envie d'avoir un témoin avec eux pour pouvoir aller l'apporter à la justice le jour où ils se font à nouveau tabasser.
C'est un peu ça l'idée qu'on avait, mais vu que c'est de la vie intime, enfin vie privée, vie intime, vie de tous les jours, on voulait quelque chose d'extrêmement sécurisé. C'est pour ça qu'on s'est mis à la cryptographie, et nous ne regrettons rien, même si parfois il y a eu des nuits blanches à cause de ça. Donc, notre but, c'est de créer un périphérique Witness Angel. Alors, c'est quoi un enregistreur Witness Angel? C'est un enregistreur d'un genre nouveau. C'est même un vide juridique. C'est que c'est un enregistreur où n'importe qui peut enregistrer avec et chiffrer, mais on ne peut pas déchiffrer. Donc, c'est vraiment un puits, une boîte noire à sens unique. Ce qu'on appelle aussi, voilà, c'est ça, un périphérique en écriture seule. Donc, vous voyez, c'est le contraire des fichiers en lecture seule. Sur tous vos serveurs, il y a plein de fichiers en lecture seule. Alors, bien sûr, c'est faux, ils ne sont pas vraiment en lecture seule, il y a bien quelqu'un qui les a écrits à un moment. Mais, en tout cas, il faut avoir des gros privilèges que vous n'avez pas souvent pour les lire et pour les modifier. Et là, nous, c'est le contraire. Pour le lire, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut lire? Quand même, il y a bien un jour qu'on veut lire. Alors, quand quelqu'un a été à nouveau agressé et qui dit non, ça suffit. Et bien là, on a une opération de déchiffrement qu'on appelle une révélation, notre petit jargon interne. Grosso modo, lui, la personne avec qui il faut qu'elle donne son autorisation, c'est quand même la moindre des choses. Donc elle va donner sa petite clé à elle. En plus de ça, il y a des gardiens de clés, c'est-à-dire des tiers de confiance qui vont être là pour vérifier que ce n'est pas fait sur la menace d'une arme sur la tempe, des choses comme ça, qui vont eux aussi donner leurs clés. Et là, on aura un secret partagé, puisqu'il y en a toujours un qui est en vacances. Je sais quelque chose, plein de fois, je me suis fait voler des colis. C'est toujours le moment où les voisins étaient bien sûrs au Maldives ou je ne sais pas où. Heureusement, avec le système, 3 d'entre eux ont suffi à voir qui avait volé mon colis. C'était un livreur, pour cafeter. Et puis, si la personne se fait vraiment tabasser, tristesse, elle est décédée, et bien là, on a une procédure spéciale d'un niveau au-dessus, avec une assemblée, pour le coup, triée sur le volet, de gardiens et de gardiennes qui vont, là encore, être votés en nombre suffisant pour dire nous voulons déchiffrer ce qui s'est passé entre midi et 14h tel jour, pour voir qui a fait ça. Who did it, comme on dit dans les films. Alors, techniquement, donc vous l'avez compris, beaucoup de sécurité. C'est pour ça qu'en fait, on va passer en mode full parano, vraiment en mode ennemi d'État, et puis dire, on va mettre plein de ciphers différents les uns avec les autres. Comme ça, même s'il y en a un qui est craqué, et ben les autres font filet de sécurité. On veut plein de gardiens de clés, vous l'avez vu, des gardiens, on veut soi-même être gardien de clés, on veut des tiers de confiance, on veut un conseil international capable de voir tout ça. Et vous avez vu que certains sont optionnels, s'ils sont mal dit que c'est pas grave, et d'autres, il faut qu'ils soient là. Et grosso modo, on a inventé un sigle super, j'adore les sigles, ça fait toujours classe, c'est Encryption Based Access Control. Contrôle d'accès basé sur le chiffrement. Et donc c'est un cousin de Airbag qui est assez connu, Role Based Access Control. Vous savez, sur vos serveurs, quand vous dites que lui il est manager, elle est l'éditrice, lui il est client, tout ça. Et bien là, ce n'est pas des if-else dans le code qui vont décider qui doit accéder à quoi, c'est des ciphers faits par des gens violents, d'un point de vue mathématique. Mathématiquement. Alors, il y a plusieurs étapes. Cet algorithme, on va repasser dessus 5-6 fois. Hop. Première étape, on va chaîner les ciphers. C'est-à-dire qu'on va mettre des boîtes dans des boîtes. Et vous aimez les poupées qui gomment, vous savez? Et ben, on peut en mettre autant qu'on veut. Et c'est toujours très drôle de voir la personne après enlever une par une. Il y en a toujours une plus petite dedans. Voilà, c'est pareil. Et ça fait un et logique en fait. Si vous mettez une boîte dans une boîte, il faut que les deux personnes vous donnent la clé de la grande boîte et de la petite boîte. Donc on a inventé l'opération et avec des boîtes, avec des ciphers symétriques. Ça, c'est l'étape 1. Bon, je pense que tout le monde y aurait pensé de mettre des boîtes dans des boîtes. Étape 2, c'est là que Shamir nous a sauvés, c'est qu'on voulait un ou logique. Et donc ça devenait compliqué, parce que si vous avez 10 niveaux différents, il y a une explosion combinatoire de 10 fois 9, je ne sais pas combien, et très vite vous avez besoin d'une combinaison de clés pas possible pour faire tous les cas de déchiffrement. C'est pas jouable. Donc on a pris le secret de Shamir, on a choisi, par exemple, n égale 3, voilà, je veux 3 gardiens disponibles, je vais choisir n gardiens, par exemple 10, et puis là, donc voilà, si jamais n valait 1, n'importe quel gardien pouvait ouvrir la boîte. Si n vaut n, c'est-à-dire qu'il nous faut 10 gardiens sur 10, c'est à nouveau un et logique.
il n'y a pas tellement d'intérêt par rapport à l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, la partie intéressante, c'est si n est strictement entre 1 et n. Voilà, 3 parmi 5 suffisent à donner leur secret. Donc, c'est ni un et, ni un ou. Je ne connais pas, il y a peut-être un nom pour ça. C'est un ou fort. On a 2 étapes. Après, on fait du bricolage avec tout ça. Les données elles vont passer à travers plusieurs chiffrements symétriques. Donc, c'est un sorte de et logique avec AES, puis Chacha, puis pourquoi pas, c'est la fête, mettons du Blowfish. Un vieux chiffre comme ça. À n'importe quelle étape, dès qu'on sent que c'est le moment ou dès qu'on a accès à Internet, puisque les signatures, bien sûr, il faut les demander à distance, hein. C'est pas automatique, bah, les gens nous tamponnent le résultat qu'ils voient passer. Et puis on a notre petite signature avec la petite empreinte SHA-1 ou SHA-256, enfin, voilà, ça a évolué tout ça depuis. Et puis, on va faire du secret récursif. Et là, c'est la partie où ça devient vraiment amusant et intéressant. C'est-à-dire que je mets une donnée là-dedans, j'obtiens une clé. Et bien la clé, je vais la mettre dans une autre boîte. Donc, j'obtiens à nouveau une autre clé aléatoire. Et cette clé, je vais mettre dans une boîte avec un cadenas. Et hop, j'obtiens ça, sauf que non, ça c'est la clé privée, donc elle est loin. Elle, je ne peux pas la mettre dans une boîte parce qu'elle n'est pas à moi. C'est un gardien de clé qui est loin et qui l'a. Vous voyez qu'on peut en tout cas chaîner les opérations, les et, les ou, et faire notre petit arbre pour dire qui a accès à quoi. Et donc, je vais vous montrer ça un peu plus graphiquement. Sans ça, ça peut faire un peu mal à la tête. Alors, on va essayer de suivre ensemble. À gauche, vous avez du clear text. Donc, je ne sais pas, les vidéos de mes vacances. D'accord? Ce clear text, je veux absolument que personne ne me voit en mode bain sur la plage pour des raisons personnelles. Donc, hop, on le fait passer dans AES en mode CDC, parce que pourquoi pas, c'est un des plus connus. Et puis ça ne suffit pas, on va faire passer aussi à travers Chacha. Donc le blog qui était déjà illisible, on va le faire passer à travers Chacha 20, et à la fin on a un ciphertext qui a été 2 fois chiffré, et donc qui est extrêmement violemment chiffré. Et ça, c'est pas quelque chose de hippie. Hein. Si vous utilisez VeraCrypt ou TrueCrypt, enfin, des choses comme ça, ils proposent déjà des chaînages comme ça, où quand vous l'initialisez, vous pouvez dire, moi je veux AES dans Serpent, dans Blowfish. Et lui, bon, ça ressemble un petit peu le chiffrement-déchiffrement, mais pas énormément, et ça permet d'aller un peu plus loin que juste une phase de chiffrement. Même si, voilà, il faut encore, AES, c'est pas le genre de choses qui se cassent. En fait. C'est tellement violent comme opération avec des exemples dans tous les sens, que je crois que ça n'est jamais arrivé, enfin, à ma connaissance, qu'un chiffreur comme ça soit cassé. Au pire, on arrive à avoir parfois des corrélations, retrouver des petites choses, mais c'est un des problèmes d'ailleurs qu'ont les États, c'est qu'ils ont des disques durs chiffrés qui appartiennent à des terroristes, des gens comme ça, à part s'ils reçoivent la clé asymétrique de Apple ou autre, ils ne peuvent rien faire. Et puis, ça c'était la partie simple, on va dire, on n'a rien inventé. La partie amusante, c'est en dessous, parce qu'on a obtenu des clés symétriques, on a plein toutes, générées aléatoirement bien sûr, il faut imaginer 1 milliard de clés, là, comme dans Alice au Pays des Merveilles, avec 1000 formes différentes. Et c'est là qu'on se dit, la première clé, par exemple, moi je vais la chiffrer avec mon cadenas personnel. Hop. Comme ça, je la protège. Maintenant, AES, plus personne ne peut le casser sans passer par moi. Et puisque je n'ai pas confiance en moi-même, je ne sais pas si je picole un peu trop de choses comme ça, et j'ai mis derrière ma maman à moi, qui va elle aussi chiffrer donc, cette clé d'origine avec son propre cadenas. Et donc maintenant, si on veut déchiffrer la première couche, il faut que ma mère donne sa clé, puis que moi je donne ma clé, et là on a la clé du premier bloc pour pouvoir passer en marche arrière, en sens inverse. Ça, c'était qu'un seul chiffrement symétrique. À côté, sur ce savant, on est allé beaucoup plus loin. On s'est dit, cette clé symétrique donc de Chacha-20, on va faire passer un chiffreur AES, cette fois en mode EAX, qui est encore un autre mode avec des tags d'intégrité, à travers Blowfish, et puis il y a certains Jim, qui va le protéger avec son cadenas en mode courbe elliptique. Et ça continue, parce que quand on est passé dans AES Blowfish, on a à nouveau eu des clés aléatoires, souvent 32 octets, très très aléatoires. Et première clé, alors on voit mal les couleurs, mais elles sont couleurs différentes. J'ai une clé rouge
on l'a partagé en secret partagé entre John et Jane, et l'autre, on l'a fait protéger par Jane. Donc vous voyez, le nombre de personnes, on a 6 gardiens clés dans cette histoire, des sortes de ronds, de bulles. Et 6 gardiens clés, alors, ils ne sont pas tous nécessaires. Hein. Si jamais John part en vacances, Jane suffit à ouvrir la petite couche AES-EAX. En tout cas, il y a 6 gardiens clés impliqués, et ils ont tous des droits de participation d'un arbre de décision, en fait. Et là, c'est la question pour 1 000 €. Alors, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on est parti en délire? Pourquoi on a mis du AES et du BioFiche comme s'il n'y avait pas déjà assez de chiffrement symétrique dans cette histoire? Pourquoi on n'a pas fait juste comme moi et ma mère, de passer la clé de base à travers tous ces gens-là, en chiffrant? Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une petite idée de pourquoi on a fait... C'est pas un pur délire, hein, il y a une raison derrière. Au moins, plus faire de la vision large et plus la protéger les scénarios. Alors, non, là c'est vraiment, on aurait pu mettre les deux, la RSA John et Jane, directement à la place du bloc, et pour le coup on ne gagne pas grand chose, même, et d'ailleurs on en perd plutôt un petit peu à rajouter des couches, parce que si quelqu'un par miracle arrive à casser AES sur X, il n'y a plus besoin de John et Jane. S'il y a une erreur d'implémentation sur des CFA? Non. Si quelqu'un arrive à comprendre quelle manière de cryptographier ça, ça a été fait, peut-être qu'il peut trouver plus facilement le chemin, et du coup il faut mettre plusieurs types de cryptographie différentes pour avancer les choses. Non, pas spécifiquement. C'est vrai qu'à chaque fois on se dit c'est dommage qu'on ait que RSA et ECC quasiment, et encore, si on l'a même pas encore, donc on aimerait en avoir plus, mais si on avait autre chose que RSA, ça ouvrirait encore davantage les possibilités. Donc c'est même pas ça, c'est quelque chose de très bête en fait. Hein, mais... Si on a une petite tombe au moins. Non, enfin si quelqu'un de tombe trouve la clé par exemple privée de RSA, ce qu'il a mis sur une clé. La clé, la donnée. Alors non, justement, pour le coup, c'est même pas une histoire de robustesse en fait. Ça fait des étages avec des gens qui sont équivalents dans les degrés de sécurité sur les étages. Non. Je crois que vous donnez votre langue au chat. Non, c'est vraiment très tordu. C'est juste une histoire comment déchiffrer. En fait, c'est juste qu'on est fainéant et que ça nous prend la tête de déchiffrer que ça dure 1000 heures. Et là, moi, normalement, on a un problème, c'est que si on veut déchiffrer, il faut d'abord qu'elle revienne de vacances et donne sa clé pour qu'on puisse ouvrir la boîte et que dans la boîte, on trouve ma boîte à moi et que moi, je puisse déchiffrer, vous voyez. Donc, il y a une file d'attente, en fait. Alors que quand on est dans les branches d'un arbre, comme ça, tous, ils peuvent, quand ils veulent déchiffrer leur petit bout, dans un ordre quelconque, voilà, John et Jane peuvent, comme ils veulent, déchiffrer la clé qu'on voit là qui est à droite, et ils la donnent et ils repartent en vacances. Et puis tant pis, si Gilles revient que 1 mois plus tard, lui, il donnera sa clé à ce moment-là. Vous voyez, donc c'est juste pour éviter la contention, qui est une sorte de file d'attente et que tout le monde s'attende. Au moment de déchiffrer, on demande à tout le monde, amenez déchiffrer votre petit bout, un shard, quoi, ou une clé simplement, un bout de clé en fait. Et donc chacun peut asynchronement, ça parle beaucoup d'asynchronie en ce moment, donc profitons-en, dans un ordre quelconque, déchiffrer son petit bout. Et une fois que chacun a donné son petit bout déchiffré, hop, là on retrouve les grosses clés dans des petits carrés, et là on peut tout déchiffrer. Donc c'est juste pour ça en fait. C'est très bête et méchant, ça ne change rien à la sécurité. Par contre, ça peut être gagner du temps au moment de déchiffrer. Hop. Et donc tout cet algorithme, il va falloir trouver un nom fantastique. Donc on a passé un temps fou, on a trouvé Flightbox, qui ne veut rien dire, mais Flight c'est la classe, et puis dès qu'il y a box dedans, ça fait sympa. Donc voilà. Et donc on a même fait un logo, c'est beau. Et l'idée c'est de pouvoir mettre un nom un peu sur ce concept nébuleux, qui est de dire, c'est ça, on va faire du chiffrement, le contrôle d'accès basé sur le chiffrement. Alors, bien sûr, il y a un moment, il faut mettre un peu des choix, des normes, simplement, oui, des choix un peu arbitraires pour avoir une façon dont ça fonctionne concrètement sur PC. Donc, le Flightbox, après on a du mal à définir comment est-ce qu'il s'arrête. Nous, pour l'instant, on est persuadé que
Chaque gardien de clé, donc il va générer ses paires de clés comme dans PGP. Voilà, chacun a sa petite identité à lui en lieu sûr de préférence, sur son smartphone, sur son PC dans un répertoire protégé. Et puis il va publier la partie publique de ces clés, bien sûr, sur une clé USB, sur un annuaire web, voilà, pour que les autres puissent le trouver. Ou bien il l'envoie par mail, enfin, tout est possible. Nous, pour l'instant, on fait clé USB et un annuaire web. Ensuite, on a défini une cryptoconf, parce que vous avez vu là tout à l'heure, bon, ça peut vite devenir imbitable. Et ben on a un JSON, même pour être plus précis, un format JSON étendu, c'est vraiment génial comme chose, essayez-le. C'est PyMongo qui a inventé ça. Donc du JSON, on peut mettre des dates, on peut mettre du binaire. Nous, ça a un peu changé notre vie. Des UID, voilà, des choses comme ça. C'est un petit dialecte. Et puis donc, cette cryptoconf va dire exactement qui on veut comme gardien et gardienne de clés à tout endroit de notre art. Quel algorithme on va utiliser, quel hasher on va utiliser, quelle signature. Tout ça, c'est dans une cryptoconf. Et puis, les périphériques vont chiffrer. Alors, par exemple, actuellement, ça marche déjà sur les petits Raspberry Pi. Donc, il y en a un dans notre cas, dans l'immeuble. C'est lui qui a vu mes 3 voleurs de colis. Et il va enregistrer la caméra de l'entrée, chiffrer tout ça grâce aux clés publiques qu'on lui aura données. Et puis, il vit sa vie. Il chiffre en écriture seule. Et si quelqu'un casse la porte de la cave et part avec, c'est pas grave. Enfin, si, vu comment c'est de trouver un Raspberry Pi, ça devient embêtant. Mais il ne peut pas déchiffrer les données qui sont dessus. C'était ce qu'on voulait. Et puis ensuite, la suite du workflow, eh ben, on a un crypténeur. Vous avez vu qu'on a plein de mots-clés à déposer à la SACEM et à l'INPI. Hein. Crypténeur, c'est quoi? C'est un fichier avec une extension .crypt, on n'a pas trouvé mieux. Et avec ces métadonnées, il contient sa cryptoconf. C'est important pour nous, il faut qu'il soit autodécrit, qu'il puisse dire voici comment j'ai été chiffré, voici les personnes à contacter, si vous voulez vous voilà. Et donc dedans, il y a bien sûr plein d'identifiants aléatoires, des tags d'intégrité, des signatures. Voilà, un petit paquet bien sympa, avec surtout, bien sûr, la vidéo chiffrée par exemple. Voilà, 2 beaux gros gigaoctets à côté de votre petit fichier JSON. Ce crypténeur, vraiment, c'est le moment où vraiment, quand on dit que c'est fort la cryptographie, vraiment vous en faites ce que vous voulez. Là, c'est le moment où une fois qu'il est chiffré, vous pouvez arrêter de paranoïer. Faites confiance à ce qui a été fait. Vous pouvez le mettre sur votre cloud. Vous pouvez l'envoyer par mail, par WeTransfer, par Smash, par ce que vous voulez. C'est du lourd, c'est du solide. Donc après, il n'y a aucun intérêt à le mettre sur un STP public juste pour le kiff. Mais vous pouvez. Et parfois, le pouvoir, ça suffit à pouvoir le faire. Et puis, on peut le surchiffrer, alors c'est pas encore en place, mais voilà, si un jour quelqu'un casse RSA, pas de panique, vous prenez tout vos petits crypténeurs et votre arme, vous le complétez, vous rajoutez une couche, c'est évolutif. Comme un oignon, voilà, non pas comme un oignon, comme une poupée gigogne, vous pouvez rajouter autant de couches que vous voulez, et donc si RSA et c'est pas cassé, c'est pas grave, tant que vous l'ensevelissez sous un chiffrement, qu'on appellera je sais pas comment, qui est 1000 fois mieux. Et puis quand un déchiffrement est permis, les gardiens de clé, donc il y a toute une petite procédure qui a été d'une complexité aberrante. J'ai une alternante qui était au bord de la folie. Elle m'a dit, mais Pascal, c'est trop dur ce que tu me fais faire. Alors moi, je lui disais, mais c'est bien, quand tu regardes la vie réelle, professionnelle, tout paraîtra simple. Ça faisait 2 mois qu'elle était sur l'algorithme de déchiffrement, et même moi, à un moment, on était tous les deux dans le code, on ne comprenait plus ce qu'on cherchait à faire. On ne savait même plus comment on s'appelait. Enfin, c'était horrible. Mais maintenant, il fonctionne. Donc voilà, on a un petit système récursif dans les 2 sens. Et puis, ça renvoie au gardien de clé. Et cher gardien de clé, on a une petite boîte que vous aviez cadenassée il y a longtemps. Hop, lui, il vérifie qu'on ne raconte pas des bobards. Il vérifie qu'il y a bien eu une plainte, il y a bien eu un vol de colis d'un copropriété. Chez nous, c'est les gardiens du conseil syndical, hein, c'est pas n'importe qui. Et le gardien, mais alors le gardien, c'est, vous voyez, l'intérêt du secret de Chamir, le gardien, quand il avait des trous de mémoire, phénoménal, en fait, il ne s'est jamais souvenu une seule fois de son mot de passe. On l'a changé plusieurs fois, il ne s'en est jamais souvenu. Donc heureusement qu'il était optionnel et non pas nécessaire. Parce que je vois qu'il y avait un petit peu là quand même. Et puis donc chacun va ouvrir sa petite boîte, renvoyer donc, le shard, le book share, on appelle ça aussi un share parfois, voilà, petit morceau de clé déchiffré. Il va le renvoyer par un circuit sécurisé style PGP. Grosso modo, il va le chiffrer avec la clé publique de la personne qui l'envoie. Et puis donc il y a quelqu'un, un opérateur qui va superviser tout ça, c'est une opération sensible. Hein. Le jour où il s'agira d'affaires criminelles, il y aura. Enfin, notre chose, c'est qu'il y a des salles blanches qui ne servent qu'à ça.
sur des stations de déchiffrement d'où les données ne peuvent pas sortir, des vraies boîtes de Faraday comme on les aime. Et puis à la fin, vous récupérez votre donnée. Ça va, tous en osmose toujours? Alors maintenant qu'on a vu la théorie, on va quand même peut-être passer à la pratique. Parce que c'est bien beau tout ça, mais si c'est encore du vaporware, pas top. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas du vaporware, il y a vraiment une implémentation qui fait ça. On l'appelle la CryptoLib, Witness Angel CryptoLib pour les intimes. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'on s'est accoquiné avec un hacker de Rennes, de ESN Hack, s'il y en a qui connaissent, qui est allé depuis un mois faire un tour sur le code. Alors bien sûr, on croisait les doigts, on serrait les fesses, parce que c'était quand même 3 ans de développement cryptographique qui n'avait jamais été audité. Et il est revenu avec une liste à Prévert, alors que des détails. Il dit oui, là il y a 1000 itérations, on serait mieux de mettre 1 million. Enfin, donc on le croit sur parole, on va mettre en place tout ce qu'il a mis, mais il n'y avait pas de faille. Et encore heureux, parce que quand même on s'est beaucoup reposé sur le PyCryptodome, qui est une des grosses libres Python. Et le peu qu'on a fait maison, on a réfléchi à 10 fois, on a cherché. Et par exemple, pour RSA, on n'a pas le droit de chiffrer, on ne peut pas chiffrer les gros morceaux avec RSA, c'est encore, même vraiment, non seulement c'est pas conseillé, mais on ne peut pas, pour des histoires de modulo. Donc on a coupé des messages en petits morceaux, et il a dit, ça c'est bon, c'est legit, c'est légal, donc on était ouf, on ne va pas tout jeter à la poubelle et recommencer. Et donc on a été audité, on est content. Et alors comment on utilise cette CryptoLib? Dedans, il y a plein de choses. Donc il y a on a fait des sprints Python à gauche à droite, d'ailleurs à EuroPython et tout ça, à la PyCon. C'est surtout l'occasion de discuter, de faire des petits proof of concept. Si vous fouillez dedans, comme toujours, c'est un couteau suisse qui a un peu enflé et dépassé ses ambitions initiales. Vous pouvez bien sûr générer les clés et les serialiser en format PN. Et tous ceux qui font sur un patch, sur Nginx, vous mettez vos petites clés en format PN pour faire du SSL, du TLS pour être moderne. Il y a tout un système pour gérer les gardiens de clés, pour les lister, les recruter. Parce que les gardiens de clés, c'est le socle, c'est eux qui font tenir le barrage entier, la frontière. On s'est fait des petits délires à aller lister les clés USB sur Windows et Linux pour pouvoir y accéder. Donc on allait un petit peu dans le hardware. On a fait un petit client gestionnaire PC avec gestion d'erreurs automatiques. Ça j'en parle parce que c'est une de mes plus grandes fiertés. Un système où les exceptions qui sont sur le serveur nous reviennent traduites automatiquement comme si c'est du code local. Et ça évite de passer 1000 ans à faire des if, erreur 400 et machin truc, et de fouiller dans des payloads anti-zone, ce qui est pour moi horripilant. La partie qui a pris un temps fou, c'est les capteurs. C'est une complexité aberrante, mais on a maintenant plein de classes qui savent interroger des caméras, des microphones, faire du chiffrement, enfin de l'encodage FFmpeg, des choses comme ça. Demander au GPS aussi où est-ce qu'on est, puisque en cas de pépin, c'est toujours bien de savoir où et quand et à quelle heure. Et puis le fond de la librairie quand même, c'est d'avoir des crypténeurs qu'on peut chiffrer, les stocker quelque part, avoir un minimum de gestion que ça ne fasse pas exploser le pauvre petit Raspberry Pi au bout d'un mois, et demander des déchiffrements. Ça, c'est nos API principales, qui sont bien sûr toutes et bien sûr sur GitHub, en open source. Et alors là, plusieurs façons d'utiliser. Soit vous êtes de bonne humeur et vous avez du temps devant vous, et bien vous sortez votre interpréteur Python, alors pip installe la CryptoLib, et après vous jouez avec. Alors j'ai pas mis tout le code, il y a toute la doc en ligne, il y a des tutoriels, il y a plein de choses. Grosso modo, on a une petite data, un BCD, 1, 2, 3, 4, 5, donnée extrêmement précieuse. Ça peut être un mot de passe d'un disque dur des présidences. Donc notez-le. Vous chargez votre CryptoConf depuis son fichier. Donc pareil, on va gérer quand même tout ce qui est un peu embêtant, la normalisation de Unicode, tout ça. Vous créez votre petit cryptainer storage. C'est un espace de stockage. Voilà, on va MyDir, on va mettre tous nos cryptainers et on va lui passer un keystore pool. Alors je ne vais pas détailler, un keystore pool, c'est un ensemble de keystores, donc un ensemble de magasins de clés. Donc c'est là que vous stockez un peu toutes les clés que vous allez récupérer à gauche à droite, des clés publiques pour la plupart. Et puis hop, storage pour un crypto file. Voilà. On lui donne un petit nom de fichier, on donne la donnée, on donne la cryptoconf.
Et si ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon. Et après, on va voir, en effet, on a un reg.crypt dans le répertoire, c'est génial. Il y a plein d'autres fonctions, ça c'est l'API d'assez haut niveau, il y a plein de petites fonctions si vous ne voulez pas du tout passer par le disque dur, mais chiffrer les choses à la volée, les streamer sur Twitch TV, je n'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffrement, c'est soit vous prenez toutes vos données, vous la chiffrez, soit vous faites en octet par octet. Pourquoi c'était nécessaire? Parce qu'au début, on faisait tout d'un coup. Donc on attendait 5 minutes de vidéo. Pendant 5 minutes, si quelqu'un débranchait Raspberry Pi, on avait tout perdu. C'est ballot. Aussi, Raspberry Pi, l'air de rien, c'est pas un serveur à 8 000 €. Donc quand on avait 100 mégaoctets de données, qu'on les chiffrait, la RAM est montée de 300 mégas d'un coup, pour des raisons liées à la gestion de mémoire de notre système, et donc ça avait tout explosé. Et c'était justement un des petits sprints il y a 2-3 ans. Hop, on a fait un système de stream, où la caméra envoie en permanence des petits morceaux de données. Le chiffreur, dès qu'il a ses 32 octets, ou bien s'il est sur un mode stream, il prend ça, il chiffre à la volée, et si vous déconnectez le Raspberry Pi, vous avez un crypténeur qui est incomplet, mais ça ne veut pas dire qu'il est indéchiffrable. Donc il n'y aura pas tout ce qui est signature, des choses comme ça, mais vous pouvez quand même faire un post-mortem et déchiffrer. Voilà, on vient toujours à notre petite paranoïa, mais quelqu'un qui se fait agresser et tabasser, il y a moyen que son ange témoin se fasse dégommer. Donc on veut que les données soient à l'abri. Et puis enfin, bien sûr, je ne vous ai pas montré l'étape où on importait les identités publiques des gardiens de clés. Voilà, c'est tout un micmac autour de ça, mais on a des API pour ça. Ça, c'est la partie API. Donc, on s'est dit, voilà, il faut déjà faire du Python, il faut avoir du temps libre, être de bonne humeur, ça fait beaucoup. Donc on va être sympa. Et puis, nouveauté 2023, oui, on a une interface en ligne de commande, le CLI. Parce que voilà, aucun projet sérieux ne peut exister sur une CLI. Alors c'est beaucoup amusé avec Click, vous connaissez sans doute, c'est génial. C'est un plaisir, ouais, vraiment pour le coup. Et donc on a fait notre petite interface hiérarchique, hein, voilà, comme tous les programmes sérieux, avec des commandes, des sous-commandes, des paramètres optionnels, aléatoires, tout ça. On a 5-6 commandes principales et plein de sous-commandes. Et typiquement, on va commencer par dire, j'ai ce qu'on appelle les foreign key stores, c'est-à-dire finalement des imports des clés publiques des gardiens, qui sont foreign, c'est des références à des key stores qui sont possédés par d'autres personnes. On va pouvoir les importer par exemple d'USB. J'ai mis ma clé USB, je fais import from USB, hop, il va scanner les clés USB, partout il va trouver des clés publiques, il les importe. Une fois qu'on fait ça, on fait liste-moi ce que tu as trouvé, hop, on a trouvé AAA, donc nos fameuses clés de test qui est là depuis des années, et puis John Doe, avec un UID. On est en train de réfléchir à passer à des UID plus courts, vous savez, des short UID. UID quand même illisible, mais en tout cas, ils sont là tous les deux. Il y en a un des deux qui a 7 clés publiques, l'autre 0, et aucun des deux n'a mis les clés privées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas interdit, parce que bien sûr, les clés privées sont protégées par une phrase secrète, les fameux passphrases, mais il y a quand même moyen de les craquer 1000 fois plus facilement que de craquer l'algorithme lui-même. Donc on a dit de laisser traîner les clés privées. Vous avez tous une fois sans doute le savoir qui vous gueulait dessus quand vous laissiez la clé privée non protégée. Et sous Windows, moi ça m'énervait, je suis seul sur mon PC, il me disait votre clé est mal protégée, tout ça. Mais voilà. On a nos identités, nos gardiens de clés, donc on a la première brique de notre dispositif. Niveau 2, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit le JSON c'est super, mais dit à la main c'est un peu rébarbatif, donc on a fait une commande pour générer des configurations simples. Attention, on est dans du récursif, donc votre arbre de chiffrement, si vous êtes un petit peu borderline, ça peut être des milliers de gardiens de clés. Donc si vous voulez faire des milliers de gardiens de clés, vous le faites vous-même, avec un éditeur JSON. Si vous voulez faire une configuration simple, on a des commandes pour ça, et donc ça nous permet de faire, vous savez, de chaîner les commandes pour remplir le JSON petit à petit. Super sympa. Et donc là, on en a fait un, par exemple, et donc on le summarize, on le résume. On retrouve un petit arbre hiérarchique qui dit on va commencer par AES, il y aura un seul trustee qui est le périphérique lui-même, c'est-à-dire qu'il y aura des clés non protégées qui seront générées par le périphérique pour protéger ces crypténeurs. Bien sûr, ces clés-là, c'est pas une bonne idée de les diffuser. Et puis la deuxième couche, à chaque fois, on va être un peu plus sérieux. Donc on va faire confiance à 2 authentifieurs différents pour protéger avec RSA à distance.
Et donc là, on a un crypténeur qui est sérieux. Après, on n'a pas encore mis en place un protocole pour dire quelle cryptoconf est sérieuse ou pas. C'est quand même assez compliqué comme débat. Mais l'idée, c'est que chaque personne qui utilise ça dise il faut au moins tant de gardiens de clés, au moins tel algorithme, pour que votre crypténeur ne soit pas une passoire en fait. Parce que si je chiffre uniquement avec un algorithme, avec une clé locale, bon, quelqu'un qui prend mon Raspberry Pi, il a tout ce qu'il faut pour déchiffrer. Et donc là, on a résumé notre cryptoconf, c'était l'étape 2. Étape 3, et ben encrypte, tout simplement. Encrypte, on lui passe la donnée, un petit fichier MP4, on lui passe la conf, il mouline. S'il trouve toutes les clés dont il a besoin, ça se passe bien, sinon ça explose, bien sûr. Et puis à la fin, on a un crypténeur, README pour la rc.crypt. Oui, moi je chiffre mes README, on ne sait jamais. Il est tout petit, 102 kilobits, mais voilà, souvent plus gros quand même que celui d'origine. Et il est offloadé. Ça veut dire quoi offloadé? Si quelqu'un a une idée. Offloading, ça dit quelque chose à quelqu'un? Déchargement, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Bah, tout simplement, ça veut dire que les données et les métadonnées sont séparées. Parce que quand vous avez une vidéo de 2 gigas que vous la mettez dans une JSON, c'est ça là. Parce que 2 gigaoctets en bas 64 ou un JSON, en fait, le lecteur JSON risque d'exploser quand il essaie de voir le JSON. Donc c'est pour ça que très vite on est passé en mode streamé à séparer d'un côté un petit JSON tout mignon, tout gentil, lisible avec un bloc-notes, et de l'autre côté les 2 gigaoctets de bit à bit, de purée d'octets. Et donc les deux vont ensemble. Si vous perdez l'un des deux, vous ne pouvez pas déchiffrer vos données. Mais si vous êtes vraiment ennemi d'État, ça peut être une stratégie de dire je vais envoyer une partie sur un serveur, l'autre sur un autre serveur, et il faudra craquer mes 2 serveurs pour avoir accès à mes crypténeurs. Et après, il faudra craquer RSA, ECC, tout ça. Enfin, à un moment, il faut vraiment. Il y a aussi parfois, on se dit est-ce qu'il n'y aurait pas une faille? Parfois, il faut se dire est-ce que quelqu'un va vraiment passer des milliards d'euros et des milliers de gens pour déchiffrer vos photos de vacances? Il y a cette réflexion à avoir. Et puis après, des petits critères sympas, bien sûr on purge, sont tous sur Raspberry Pi, on purge régulièrement, et en plus c'est une nécessité légale, qu'on protège un hall d'entrée et des boîtes aux lettres. Au bout de 30 jours, il faut effacer les données, ce qui est normal. Au bout de 30 jours, en principe, à part pour les méga vacanciers, vous êtes au courant qu'il y a eu un problème. Et donc c'est grâce à ce système que moi j'ai pu voir donc, des livreurs étaient revenus plusieurs jours après. J'étais d'ailleurs à Toulouse à la PyCon. Il a attendu 2 jours, il a vu que j'étais toujours à la PyCon. 3e jour, il m'a piqué mes colis. Et donc ils sont vraiment malins, il y a toute une stratégie derrière. Et donc il y en a alors, un qui est reparti avec des puces électroniques, j'étais vert, l'autre avec des filtres d'aspirateur. Je ne sais toujours pas ce qu'il a fait avec. Mais j'étais vert parce que j'en avais besoin de ces filtres. Et ensuite, on a des petites API pour valider un crypténeur. Est-ce que sa structure est bonne? Voilà, on fait de la validation de schéma, bien sûr, avec le Python schéma qui est génialissime aussi comme bibliothèque. Et puis, si on a envie, si on peut encrypt, forcément on a une commande decrypt, c'est la loi. Sauf que bien sûr, decrypt, est-ce qu'elle va fonctionner? Grande question. Si votre crypténeur n'est pas sécurisé du tout, elle va fonctionner. Parce qu'il va retrouver des clés non sécurisées en local, il va dire ok, tout ça, ça va ensemble, j'ouvre les petites boîtes, machin chose, hop, voilà tes photos de vacances. Si c'est un vrai crypténeur, donc vous allez exposer en disant il me manque la clé privée machin chose de telle personne. On n'a pas fait une CLI de 10 000 lignes pour gérer le déchiffrement, on va faire confiance à d'autres choses pour ça. Et puis en tout cas, vous avez un rapport de déchiffrement. On a beaucoup amélioré dernièrement parce que les premiers déchiffrements c'était vraiment infernaux. Il explosait sans dire trop pourquoi. Maintenant, il essaie de vous dire s'il y a telle branche de l'arbre de déchiffrement que j'ai coincé parce qu'il fallait 2 galons de clés et j'en ai eu qu'un. Ça, c'était la ligne de commande qui est assez peu utilisée encore pour l'instant. C'est vraiment pour donner les gens qui ont envie de jouer avec l'outil qui puissent jouer avec. Il y aura sans doute plein d'itérations à faire pour l'améliorer, pour pouvoir générer tout simplement des confs de plus en plus évolués avec, pour avoir des confs standards aussi, une sorte de presets, des préconfigurations, et puis pour justement surchiffrer les containers, des choses comme ça. Pour l'instant il n'y a qu'un seul sens, vous avez vos données, vous chiffrez, et après vous pouvez le vérifier, mais il n'y a pas de surchiffrement. Tout ça c'est dans notre super to-do list.
Mais si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, voilà, et ben on a des petits utilitaires grâce à Kivy, certains connaissent sans doute. Kivy, un petit framework pour faire de l'interface graphique, et à la base, de façon moteur de jeu vidéo en fait. Donc ça utilise OpenGL et compagnie, et ils ont recollé des petits widgets là-dessus. C'est sympa comme tout, et ce qui est super, c'est que c'est très portable. Donc ça reste un petit peu bruit de décoffrage par endroit. Même si depuis quelques années, ils ont fait des gros efforts pour que ça qu'il y ait moins de choses bizarres. Avant, ils corrompaient les loggers. Enfin, c'est vraiment des choses bizarres, des maléfices qui se passaient dedans. Maintenant, version 2.1, il se tient à peu près bien. Et puis donc, on a, là, vous voyez, alors, vous comprenez du premier coup qu'on n'a pas eu de dizaine graphique sur ce coup-là. On a plus dessus. Donc, on a fait moche et méchant, mais qui fonctionne. On a un enregistreur, c'est celui qui tourne dans le Raspberry Pi. Hop, on a un bouton record, on a une analyse et une petite preview de ce que voit. Ici, là, c'est une mire pour un protocole RTSP de capture vidéo. Et puis, on a des petits pads avec des listes. Par exemple, on a des problèmes pas possibles avec des widgets qui n'étaient pas performants, et donc il y a tout qui ramait dès qu'on a une liste avec 3 éléments. Tout ça, c'est réglé maintenant. La version n'est pas encore publiée. Mais elle est sur GitHub. Et puis, bien sûr, on peut gérer les gardiens de clé. On a nos petits gardiens de clé, on peut les supprimer, en ajouter, les vérifier, tout ça. Donc, plein de petites interfaces de gestion trop sympa. Et surtout, on a un protocole de déchiffrement dessus. Donc, vous avez une station où vous pouvez dire je veux que Jane Doe m'envoie, elle accepte de déchiffrer, donc je lui envoie une requête. Et elle va recevoir cette requête. Mais alors, comment elle va faire ça d'ailleurs? Parce que là, on a parlé pas mal du chiffrement, mais les clés gardiens, on a l'impression qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ben non, les clés gardiens aussi, on a pensé à eux. On sait que c'est des gens qui seront des gens d'association, des avocats. C'est pas forcément des technophiles, donc on va pas leur demander d'utiliser une interface graphique et de faire des requêtes ou de se loguer en shell root sur un serveur. On leur a fait une petite application sympa qui s'appelle Authenticator. Et c'est pour ça qu'on a pris Kivy, même si depuis Beware a fait d'énormes progrès aussi. Ils étaient à la dernière PyCon, enfin ils ont fait des choses fantastiques. Maintenant on peut porter sur Android et l'App Store une application faite avec Kivy. Donc vous avez du Python qui tourne sur Android et iOS. Pour moi, il y a un rêve d'enfant qui se réalise. L'application, pareil, un peu moche à crever. Je vais comme vous la montrer. Il n'y a pas de raison. Hop. Donc, elle est sur les stores. Hein. Et puis, voilà, avec notre magnifique logo Witness Angel. Ça rame parce qu'il est en train de décharger Python. Il était plus sur la vidéo. Là. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez qu'il y a une petite interface, ça fonctionne, hein, c'est pas une image. Et avec cette petite application que les gens vont trouver sur le store, ils vont pouvoir gérer leur identité. Alors, c'est bien cette application maintenant qu'ils soient autonomes, parce qu'il y en a toujours qui oublient leur mot de passe, par exemple. Même ils me disent, mais je l'ai noté, bah non. Et donc, c'est bien, ils peuvent vérifier périodiquement leur mot de passe, supprimer leur identité, la recréer, la réuploader sur un serveur, et moi, je dois mettre à jour mon petit boîtier Raspberry Pi pour, bien sûr, mettre au courant Raspberry Pi que maintenant, c'est plus telle clé que telle autre, parce que une clé, quand vous avez perdu votre mot de passe, c'est oublié, jetez-la, vous ne pouvez pas la faire avec. Et puis, vous pouvez gérer les demandes d'autorisation. Voilà, typiquement, Pascal s'est encore fait voler un colis. Ah oui, tout le monde sait qu'il commande du matériel sympa dans le quartier, donc il attire les Ugus. Et puis, à distance, on pourra dire j'accepte ou je refuse. Et donc, petit échange de clés sécurisé, hop, 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 et ça fonctionne. Alors, à quoi sert Flybox? Une question pour les pour l'application. Ouais. On n'utilise pas tout le temps. Et est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir un système qui ne permet pas, on va dire, de surcharger le téléphone? C'est-à-dire Est-ce que vous avez réfléchi en fait à d'autres moyens de stockage là, pour les gardiens? Pour les gardiens de clés, alors la première idée qu'on avait, c'était un serveur gardien de clés. Donc il marche toujours, on a une petite application Django avec une API, et les gens à tout moment pouvaient dire je veux ce serveur-là, et donc ils font une requête en disant je veux une nouvelle clé, et le serveur, par exemple avec tel identifiant, le serveur leur génère une clé pour eux et leur donne. Alors après il y a plein de problèmes, bien sûr des risques d'attaque de déni de service, parce que si tout le monde envoie des requêtes de clés à la fois,
générer une clé, ça peut être très lourd. Il faut 1 minute et demie sur un Fairphone, tellement il galère à calculer tout ça. Et donc ce serveur de garde clé, il fonctionne, et après derrière, il fait des administrateurs qui aillent répondre sur le serveur aux demandes de déchiffrement. En fait, mais c'était très compliqué. C'est pour ça qu'on est passé à une application mobile, où là, n'importe qui peut l'installer avec un petit tutoriel l'utiliser, et c'est lourd, on va dire, à côté des standards modernes, où maintenant toutes les applications, même une application qui est pour des recettes de crêpes, elle fait 200 mégas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc on est dans les standards. C'est juste un peu lourd au démarrage, parce qu'il y a Python qui doit se lancer, donc on sent un peu le diesel, faire des choses, mettre des langages de script dans des applications Java, il y a un peu des maléfices là-dedans, mais en fait, ça fonctionne, quoi. Et après, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça sur une interface web, parce qu'on veut de la sécurité. Et on ne veut pas que les clés soient générées côté JavaScript et que n'importe quelle attaque cross-site scripting, des choses comme ça, puisse piquer les clés des gens. Donc pour l'instant, on n'est pas dans le navigateur, on n'est que sur des applications lourdes, soit sur Android et iOS, soit pour les gens motivés, vous pouvez l'installer tout simplement sur Linux, Mac, Windows. C'est une petite application Python que vous pouvez lancer avec Kivy et qui fonctionne vraiment sur tous les OS. Mais voilà, c'est à peu près, à plus long terme, on pense qu'il y aura à la fois des gens qui ont l'application garder une clé, et puis sinon des associations qui ont par exemple 3 administrateurs qui vont se partager donc un pool de clés, partager une identité tous ensemble, et là c'est mieux d'avoir un serveur qui a lui-même son contrôle d'accès. Voilà, plutôt que que chacun se copie l'application d'un smartphone à l'autre, on repère à nouveau la sécurité. Et justement, le serveur lui-même, il est protégé lui-même par Flightbox, c'est simplement qu'il se mord la queue, mais on peut mettre de la sécurité partout et avoir des choses assez sympas. Flightbox, donc quels sont les cas d'usage? Le premier, bien sûr, c'est Witness Angel, c'est pour ça qu'on l'a montré, c'est pas qu'on avait trop de temps libre. C'est créer des anges témoins pour pouvoir donner, surtout aux personnes vulnérables et déjà en situation de maltraitance, pour les protéger, les dissuader, et puis surtout leur permettre d'avoir, c'est ce qui leur manque le plus, on ne peut pas tout éviter dans la vie, mais c'est de pouvoir au moins obtenir justice quand il y a eu un problème. Ensuite, il y a plein de cas possibles intéressants. Par exemple, HashiCorp fait ça, leur Vault, HashiCorp, où vous pouvez mettre des mots de passe de votre serveur dans une sorte de coffre-fort, et il faut qu'il y ait plusieurs administrateurs qui rentrent leur mot de passe pour ouvrir ce coffre. Donc ils ont déjà un petit secret partagé. Pour des tout petits secrets, on peut aller beaucoup plus loin, avec des logiques beaucoup plus compliquées avec Flightbox. On a tout ce qui est cloud familial, photo de famille, photo de couple, photo intime. Il y a eu plein de scandales avec bien sûr les fameux leaks des célébrités, tout ça. Parce que tout ça c'était sur iCloud, je crois, avec des mots de passe 1, 2, 3, 4, ou bien question secrète, votre année de naissance, je suis une star, Wikipédia. Et tout ça, si jamais, que les gens peuvent se filmer à faire des choses rigolotes s'ils ont envie, mais au moins que le couple protège les vidéos et les photos à deux. C'est un peu, pour moi, je pense, une bonne idée. Et puis, tout ce qui envoie de fichiers, par WeShare, par Smash, WeTransfer, tout ça, ce genre de système, on peut aller plus loin et faire en sorte que vous recevez un fichier, au lieu que ce soit un zip chiffré, ce qui est déjà mieux que rien, ou bien un gros zip en dur non chiffré, et quand vous l'avez reçu, ça envoie une notification à la personne qui l'a envoyé, et elle peut déchiffrer à distance, par exemple. Ça évite d'envoyer les mots de passe sur Mattermost et compagnie. Et il y a surtout plein d'autres cas d'usage. Alors, bien sûr, il n'y en a pas des milliards, parce que la plupart du temps, on veut quand même avoir des données assez en clair. On ne veut pas passer notre temps à déchiffrer des choses avec des tiers de confiance à gauche et à droite. Mais je suis quasiment sûr qu'il y a plein de cas, surtout dans les entreprises, ou bien c'est ça, le monde judiciaire, le monde des huissiers, le monde des avocats, où ce genre de système peut bien servir. Tout ça pour dire que merci pour votre écoute à tous. C'est la fin de la conférence.